partir d'1 million de données. Et donc pour prédire l'évolution d'un cancer, bien sûr scientifiquement parlant, il nous fallait beaucoup de données. Donc on est parti d'une cohorte de 100 patients pour élaborer 4 millions de données à partir de cette technologie de microspectroscopie infrarouge. Donc c'est juste un détail, mais c'est simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire du big data, on est simplement capable de faire des modèles comme ce modèle qui permet justement d'élaborer des données sur lesquelles on peut travailler. Ça c'est dans la réalité de la recherche scientifique. Donc c'est ce qu'on a fait, 100 patients opérés d'un cancer du rein, prélèvement de 4 échantillons par patient, puis on a envoyé de la lumière sur chaque échantillon. C'est de la lumière microspectroscopique infrarouge moléculaire qui permet de refléter beaucoup de données, et donc on a obtenu 10 000 pixels de données par échantillon. Mais à la base, en termes de big data, c'est une cohorte de 100 patients. Et 100 patients, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc c'est un exemple concret quand même de médecine prédictive qui permet de nous rendre compte un petit peu de cette importance des données. Donc c'est un modèle en cancérologie rénale de 100 patients, comme j'ai dit, 4 millions de données. Alors, pour comprendre justement l'évolution du big data, en tout cas l'utilisation et l'exploitation de la donnée, il faut qu'on commence par la donnée. Donc on avait les données, c'était 4 millions de points, c'est ce qu'il faut imaginer, qu'on a mis dans un ordinateur. On va imaginer les choses comme ça. Donc l'ordinateur a un cerveau artificiel. Ces données, donc il y en avait 4 millions qui ne sont pas contextualisées. C'est-à-dire que l'ordinateur, il ne sait pas chaque donnée à quoi elle correspond. Et c'est là où nous, on intervient pour faire ce qu'on appelle le machine learning. C'est-à-dire on va dire à l'ordinateur, cette donnée appartient à telle partie de la pièce tumorale. Cette donnée ou ce spectre par exemple correspond à une zone saine, ce spectre correspond à une zone tumorale, etc. Donc il faut qu'on lui dise, et c'est pareil pour toute élaboration d'intelligence artificielle, donc on verra juste après, il faut passer par cette étape. Donc d'abord la data, le big data, ensuite le machine learning. Là, dans notre cas, c'était de l'anatomopathologie, donc il fallait montrer à l'ordinateur en tout cas à quoi correspond chaque pièce. Donc là, on va vous montrer. Et puis après, une fois que l'ordinateur a compris ce que c'est ces données, à quoi ces données appartiennent, et on va faire ce qu'on appelle le data mining. Le data mining, c'est-à-dire on va demander à l'ordinateur de nous répondre à la question initiale, et lui, il va faire des classifications. Donc c'est mathématique. Donc là, on a choisi une classification qui s'appelle un clustering non supervisé, CAMIT, mais il y en a plein d'autres. Et ça, c'est de la classification non supervisée. Alors pour simplifier, non supervisé, c'est-à-dire il me répond à la question que je me suis posée initialement, qui est celle de la prédiction du cancer, uniquement en analysant les données que je lui ai données. Donc moi, j'interviens pas après. Donc j'interviens uniquement dans l'apprentissage, dans le machine learning. Contrairement à ce qu'on appelle la classification supervisée, ça c'est une étape supérieure et ultérieure, c'est là où moi je vais lui dire, ta réponse, elle n'est pas bonne. Donc je vais lui dire, ça c'est pas bon, je pense que, par exemple, ce patient n'évoluera pas vers des métastases, et dans ce cas, il va apprendre au fur et à mesure. Donc il va améliorer son diagnostic. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué tout ça, donc le schéma qui vous montre ce qu'on a fait, on envoie de la lumière sur la pièce anatomopathologique, et qui renvoie des spectres, et qui vont faire ce qu'on appelle le data cube. Donc le data cube, c'est l'unité du big data. Donc ça, c'est l'analyse qu'on a effectuée. Alors il faut imaginer, dans tout processus d'élaboration d'intelligence artificielle et de big data, il faut imaginer les points comme ça, qui sont des données. Donc nous, dans notre cas, on avait ici 4 millions de points. Et donc qu'est-ce qu'il va faire le cerveau artificiel? L'ordinateur, il va analyser ces points, il va choisir aléatoirement 3 centres de classe, et puis il va les rapprocher, il va affecter chaque point à la classe dont le centre est le plus proche, et il va calculer des nouveaux centres de classe, jusqu'à la convergence. Donc il va répéter jusqu'à réussir à répondre à notre question à travers l'analyse de ces données. Donc là, on est toujours dans une étape basique qui est celle d'une analyse par l'ordinateur dans laquelle j'interviens pas. Donc je ne lui dis pas que c'est une erreur, par exemple, s'il fait une erreur, dans ce cas de non supervisé. Voilà, donc il faut comprendre ce processus. Alors le big data, donc, on le définit en général par 4 V. Le volume. Donc théoriquement, on appelle big data les données à partir de 1 million de données. La vélocité, donc en fait c'est la rapidité de changement de la donnée, ou la vitesse de changement. La variabilité, c'est-à-dire que
Par exemple, dans le cadre de la santé, les données vont provenir d'un laboratoire d'analyse biologique, de l'hôpital, de la clinique, de la pharmacie. Il y a plein de données partout, et donc il y a une variabilité de la donnée. Puisqu'il y a une variabilité de la donnée, il y a aussi donc un souci de véracité. Donc est-ce que cette donnée provient d'une source fiable, d'une source sûre? Alors, si on arrive à comprendre tout ça, on va réussir à comprendre le deep learning. Le deep learning, ou en français l'apprentissage profond, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui par les 10 entreprises les plus connues au monde, les GAFA par exemple, qui aujourd'hui ont assez de données, assez de recul sur une dizaine d'années. Par exemple, prenons l'exemple de Facebook. Facebook, il a des données depuis 10 ans, donc ce sont vos données, nos données, les données de tout le monde, les photos, les discussions, etc. Et donc il a une énorme base de données sur laquelle il a réussi à faire du deep learning. Donc il a réussi à aboutir à de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est donc le big data, donc on récupère les données. Je prends l'exemple de Facebook qui n'est pas adapté à la santé, mais pour qu'on comprenne, on a récupéré pendant 10 ans les données, et puis ensuite on a fait du machine learning, donc on a appris à cette plateforme qui s'appelle Facebook ce à quoi correspond chaque donnée, et puis ensuite, au fur et à mesure que les gens interagissent avec la plateforme, l'algorithme que Facebook a développé, il a appris. Et donc, au final, ils ont réussi à développer une intelligence artificielle qui répond automatiquement à des questions ou qui vous dit, par exemple, qui vous suggère des amis parce que vous êtes allé au même endroit, etc. Donc, c'est un petit peu le même principe en deep learning appliqué à la santé, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par une base de données collaborative, enfin une base de données santé énorme sur laquelle on va faire du machine learning, ensuite on va poser des questions et puis l'algorithme va apprendre. Mais personne n'est capable de faire ça aujourd'hui. Le deep learning en santé, donc ce sont les réseaux neuronaux artificiels. Il faut commencer par le big data qu'on n'a pas. Il faut ensuite faire du machine learning, donc contextualiser la donnée, chose qui n'est pas possible aujourd'hui parce que vous savez que les systèmes informatiques sont complètement cloisonnés, donc il n'y a aucune interconnexion entre les systèmes informatiques, donc impossible de contextualiser la donnée. Et quand on dit contextualiser la donnée, c'est-à-dire il faut que je puisse savoir, pas uniquement que vous avez consulté un cardiologue, mais aussi à quoi correspond cette consultation, par exemple, et tout le processus du parcours de soins. Et chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire vous allez chez le médecin, vos données restent chez le médecin. Quand vous changez de ville, il n'y a aucun suivi. Et ce, partout dans le monde. Donc l'intelligence artificielle, finalement, c'est un algorithme qui apprend. Le data mining, vous avez compris, ce sont des requêtes. Et c'est uniquement à partir de ce processus qu'on va réussir à faire ce qu'on appelle l'automatisation du diagnostic et du pronostic. Donc l'automatisation, c'est l'ordinateur qui va diagnostiquer à partir d'une base de données et à partir d'une intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'est le résultat, c'est le rêve de tout professionnel de santé, en tout cas des professionnels de santé qui connaissent bien la question, c'est la médecine des 5 P. Donc la médecine qui va pouvoir réussir à faire de la prévention, de la prédiction, de la personnalisation, participation et une médecine de précision. Alors la dernière est très compliquée parce qu'il faut réussir à avoir déjà les autres et joindre les données épidémiologiques et les données génétiques pour pouvoir avoir une précision, c'est-à-dire vous dire à votre naissance qu'à 50 ans vous allez avoir un cancer, par exemple, parce qu'on a les données génétiques. Et on sait qu'il y a une mutation d'un tel gène qui va provoquer un cancer, avec un pourcentage statistique. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, pour arriver à ça, il faut d'abord réussir à faire de la science, donc du big data. Et ça, personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Même la prévention, quand on vous dit on veut faire de la prévention qu'on fait aujourd'hui n'est pas scientifique. C'est-à-dire que vous venez me voir en consultation, je vous donne des conseils, etc., mais je vous traite au cas par cas. Donc, quand vous êtes malade, on traite la maladie. Mais je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, ou en tout cas de prévenir quelqu'un qui n'est pas malade, et de lui dire, attention, dans 10 ans, dans 5 ans, vaut mieux que vous ayez ces habitudes aujourd'hui pour éviter telle maladie dans 10 ans. Ça, pour l'instant, c'est pas possible. Mais c'est ça la vraie prévention. Et pour avoir ça, il faut de la donnée. Alors, donc ça c'est pour clôturer la partie data. Alors, dans le prolongement, puisqu'on parle de technologie numérique, il faut savoir aussi aujourd'hui qu'il y a une tendance mondiale, internationale, en santé numérique, qui est celle de l'empowerment, donc la capacitation du patient, ou en français, la responsabilisation du patient. C'est-à-dire qu'il y a des études scientifiques actuellement qui montrent que le patient qui s'implique dans son parcours de soins, qui connaît bien sa pathologie, qui
qui est acteur de sa santé, eh bien, il guérit plus vite, statistiquement, de façon statistiquement significative. Donc c'est ce qu'on appelle la capacitation, c'est la médecine participative. C'est la seule route vers le parcours de soins 2.0 et on a du coup l'émergence de patients qu'on appelle des patients experts. Donc en fait un patient ça fait 10 ans qu'il est malade, donc il est devenu expert de sa pathologie. Donc il connaît mieux sa pathologie que son médecin. Et aussi ce qu'on appelle les e-patients, qui est quelque chose d'un peu plus dangereux parce que ce sont les patients qui viennent en consultation avec un diagnostic. Mais un diagnostic qui provient de chez Google, qui provient de chez Doctissimo, etc. Et ça, c'est aussi dangereux parce que nous, on n'a pas forcément l'habitude de traiter, d'interagir avec des patients qui nous proposent le diagnostic. Voilà. Donc il y a cette inversion un petit peu de la relation médecin-malade. En tout cas, le but de tous les systèmes aujourd'hui, c'est de mettre le citoyen au centre de la chaîne de santé. Donc je vous ai dit, c'est la seule façon de faire de la prévention et de l'épidémiologie ciblée, c'est-à-dire de dire par exemple en Ile-de-France, on a tant de pourcentage d'obésité, donc on va ouvrir un centre adapté. Ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire puisqu'on n'a pas ces données de terrain. Donc on ne peut pas adapter cette économie ou cette politique de santé publique. Alors, quand on parle de technologie numérique, il faut bien sûr aborder la blockchain. Alors la blockchain, c'est une technologie numérique aujourd'hui qui est utilisée dans la monnaie virtuelle. Vous savez, le Bitcoin, l'Ethereum. Et l'objectif de cette technologie, c'était de dire, il y en a marre des systèmes bancaires, les systèmes financiers classiques, donc on veut créer un réseau parallèle, on veut sortir de ces systèmes classiques. Donc en fait, on veut sortir de ce qu'on appelle les silos d'information. Et c'est exactement la même chose en santé. Aujourd'hui, on est dans des silos d'information. Donc il y a des informations partout qui ne sont pas interconnectées et on n'a pas la possibilité de les exploiter. Donc il faut créer des réseaux parallèles. Et aujourd'hui, la blockchain commence à s'imposer justement aussi en santé. Enfin, en tout cas, il y a un vrai potentiel en santé. Il y en a même qui disent que c'est la nouvelle révolution des systèmes de soins et de la recherche. Alors, scientifiquement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet la traçabilité des médicaments. Par exemple, il y a une étude menée par Ioannidis et ses collègues qui a estimé que 80% des essais décrits dans les publications étaient non reproductibles. Aujourd'hui, si vous prenez les études scientifiques, pour la plupart, on ne peut pas les reproduire, alors qu'elles ont coûté beaucoup d'argent. Il y a une autre étude aussi qui a révélé qu'une quantité considérable d'essais cliniques restait non publiés jusqu'à 5 ans après l'approbation de la FDA américaine. Et donc si on imagine que ces études, aujourd'hui, on les effectue dans leur parcours dans une blockchain, on a cette révolution de la confiance. Donc on va pouvoir les reproduire puisqu'on va suivre le parcours de cette étude dès le début. Donc c'est ce qu'on appelle l'information, la transaction qui est tracée. Et donc c'est le concept des databases collaboratives. On a un accès distinct, on a un neurodata